Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce Pépite Café qui a lieu exceptionnellement à la fois en présentiel et à distance. Nous sommes dans les locaux de Sciences Po. Je suis Florence Bouchot, permacultrice client et administratrice de la marque. Alors pour ceux qui découvrent aujourd'hui la marque, eh bien c'est une association qui existe depuis presque 20 ans et qui regroupe plus de 300 entreprises adhérentes, un peu comme une auberge espagnole, comme aime le dire Marie-Louise Julien, notre déléguée générale. Alors cette association, elle est composée de professionnels de la relation client, de l'expérience client, de la qualité, de la culture client. Et notre conviction est que la réclamation est un véritable levier de performance financière, d'innovation et de transformation. Et on a la démonstration chiffrée à travers les retours d'expérience de nos adhérents qu'une réclamation bien traitée, un irritant pris en considération, eh bien, ça permet de transformer le pépin en pépite, puisque ben, ça génère à nouveau de la satisfaction auprès des clients insatisfaits, mais aussi de la fidélisation et voire une augmentation du panier moyen. Alors, nous proposons à nos membres des événements et des activités variées, hein, par exemple 3 conventions par an. Alors, la dernière a eu lieu le 15 mars, 5 formations, mais aussi des clubs régionaux, 3. Hein. Il y en a un dans le nord, pôle nord, il y en a un dans le Grand Ouest et il y en a un plein sud. Et puis 7 clubs métiers. Alors, club métier, c'est par exemple immobilier, hôtellerie, restauration, tourisme, agroalimentaire, distribution, banque assurance, mobilité et je crois utilities et télécom. Voilà. Et puis, on propose un petit café chaque mois, comme ce matin, mais aussi un site de bonnes pratiques en ligne qui sont partagés par nos adhérents. Et puis aussi des groupes de travail sur différentes thématiques assez précises. Alors, l'objectif, c'est d'échanger entre pairs ces actions, ces difficultés, ces bonnes pratiques hein, sur des sujets précis et pour trouver ensemble des solutions pour satisfaire les clients, mais aussi les collaborateurs. Et l'idée, c'est de pouvoir trouver une bonne façon de grandir ensemble, d'apprendre et de s'inspirer les uns des autres. Voilà. Alors, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Camille Giraudot, qui est fondateur de l'agence de communication d'entreprise Lucilus, avec lequel j'ai eu la joie de collaborer. Et nous verrons aujourd'hui un petit peu, avec ces 3 invités, comment transformer votre culture d'entreprise en mettant le client au centre vers plus de performance grâce à une communication interne de combat. Voilà. 3 business cases présentés par Nexity, FDJ et SNCF Gare et Connexion vont nous permettre en fait de comprendre comment faire progresser son expérience client avec des programmes de sensibilisation et de communication interne, ciblés, créatifs et apprenants. Autrement dit, nous verrons comment gagner le cœur de nos clients. Voilà. Eh bien, avant de laisser la parole à Camille et à ses invités, je vais laisser le flambeau à Claire qui va nous parler des différentes activités de l'association. Merci Florence. Eh bien, bienvenue à tous. Merci d'être venus si nombreux pour ce premier Pépite Café en présentiel. Habituellement, les Pépites Café sont en distanciel, c'est des webinaires. Oula. Ah oui, merci. Et cette fois-ci, du coup, c'est en présentiel. Comme nous l'avait proposé Camille, on s'est dit que c'était une bonne idée de relancer ça sur place pour vous rencontrer. Oui, donc la marque, c'est pas seulement des webinaires, c'est aussi des formations et des rencontres entre adhérents pour s'échanger des bonnes pratiques. Et si vous n'êtes pas encore adhérent, on a un club qui arrive bientôt, ouvert à tous. Donc le club Pôle Nord, pardon, c'est un club régional qui vient d'ouvrir. Et donc si vous n'êtes pas encore adhérent, cette fois-ci, c'est porte ouverte, donc vous êtes les bienvenus. Et si vous avez des besoins de formation, d'ailleurs je me mets devant la télé, c'était une bonne idée. On a 5 formations différentes et certaines sont encore, il y a encore des places vacantes pour le mois d'avril et le mois de juin. Donc voilà, et puis sinon, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn si ce n'est pas déjà fait, on est déjà 10 000. Donc c'est en fait peut-être déjà parti, mais sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, notre échange va durer 1 heure avec un temps de questions-réponses. Les personnes qui sont en distanciel, vous pouvez poser des questions sur le chat et nous y répondrons, non pas sur le chat, mais en direct. Voilà, je passe la parole. Hop là. Dans ce Oui, sens-là, dans c'est ce ça. sens-là, je crois. Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup, Claire. Merci à la marque de me donner la possibilité d'organiser cet événement Pépite Café pour vous présenter l'offre de valeur de Lucilius. Merci également à Sciences Po Paris qui nous accueille aujourd'hui dans les murs de l'Executive Education, où j'ai eu la chance de faire un master sur le digital pendant 2 ans récemment. Voilà.
Et donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci aux personnes qui sont en ligne, en visio avec nous. Mon intention aujourd'hui, alors on parlait de communication interne de combat, c'était un petit peu un petit teasing qu'on avait et que j'avais imaginé avec Florence. Combat ou en tout cas, dans un premier temps, conviction, forte conviction. Et je vais vous expliquer aussi d'où ces convictions viennent, comment on les a construites. Et puis, on aura la chance aujourd'hui d'accueillir 3 clients qui ont accepté de venir témoigner sur des projets qu'on a pu mener ensemble, certains depuis de longues années. 3 clients qui sont donc Michel Van Bleus, qui est experte en expérience client et ancienne directrice de l'expérience client chez Nexity jusqu'en juin 2023. Ensuite, nous aurons Julien Mercier de la Française des Jeux, avec qui effectivement on a collaboré et qui est responsable de la culture client chez FDJ. Et puis enfin, troisième participante, Catherine Beau, qui est directrice adjointe services et relations clients chez SNCF Gare et Connexion, et qui sera accompagnée de Laurent Garnier, fondateur de KPAM, avec qui nous avons collaboré au service d'SNCF Gare et Connexion pour 2 projets. Voilà. Lucilius, c'est donc une agence de communication d'entreprise qui a été créée il y a plus de 4 ans et qui a notamment développé une forte expertise ces 10 dernières années sur les sujets autour du client. Et c'est devenu un sujet de passion. Et je pense que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est un sujet passionnant, le client. Et pourquoi? Parce que c'est un levier très fort de changement, de transformation, de satisfaction des clients, mais aussi de performance business. Et donc, pour ma part, je me suis passionné de ce sujet, notamment grâce à Michel, il y a déjà une dizaine d'années. Comment cette offre unique de valeur de Lucilius s'est-elle constituée? Cette offre de valeur unique, elle est composée de 3 expertises complémentaires. La première expertise, c'est le sujet de la connaissance, la capacité à comprendre ce qui se joue dans les programmes de transformation des grandes entreprises. Et donc, une expérience de 3 ans en Chine, et notamment chez Saint-Gobain, où j'ai mené un projet de contrôle interne pour un grand site de production industrielle en Chine, j'ai rejoint un cabinet de conseil Big Four à Paris pendant 4 ans, dans lequel j'ai mené des projets en tant que consultant de transformation d'entreprise, et notamment dans l'industrie et l'énergie, chez EDF, chez Airbus, chez Sanofi, chez Veolia. Et en fait, à chaque fois, l'idée, c'était d'être capable de rentrer en profondeur dans ces sujets-là, très rapidement, de les comprendre en finesse, d'accompagner les clients. Mais aussi, je me suis rendu compte, et ça, c'est vraiment une expérience personnelle, que dans ces grands programmes de transformation, qui finalement sont des programmes récurrents, qui viennent les uns après les autres embarquer des entreprises, mais aussi des hommes et des femmes qui doivent quelque part suivre le mouvement de ces grands programmes de transformation, eh bien, moi, j'avais vu quelque part ce qu'on appelle dans le sujet de l'expérience client, mais un irritant. Et cet irritant, c'était quelque part un peu une souffrance de ces personnes qui parfois avaient du mal à trouver du sens dans les transformations qu'on leur proposait. Elles avaient du mal à comprendre les enjeux, elles avaient du mal à comprendre pourquoi on faisait cette transformation, elles avaient du mal à ce qu'on leur partage la vision. Alors parfois, c'était des programmes de transformation avec des personnes, voilà, des polytechniciens qui avaient une vision incroyable, etc. Mais ils avaient toujours du mal, j'ai trouvé, en tout cas personnellement, et c'était mon constat, à faire passer auprès des équipes ce sens. Et moi, avec ce constat, j'ai décidé de m'intéresser à ce sujet qui est finalement le change management, et de essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait ajouter dans ces programmes de transformation quelque part un peu de l'huile dans les rouages pour embarquer les collaborateurs, donner du sens par de la communication interne, par de la conduite du changement, mais toujours avec un aspect créatif. Et finalement, ça faisait toute la différence. Et je me rappelle notamment chez EDF, on avait fait un petit quiz, on avait organisé un petit événement. Alors, je ne savais pas à l'époque
que ça s'appelait de la facilitation. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qu'on faisait naturellement. Et on avait fait un atelier où on avait regroupé tous les clients dans une salle. Et qu'on leur avait fait deviner, donc c'était des cycles de vie projet. Donc il y avait gate A, gate B, gate C. Et pour la petite anecdote, on leur a fait deviner gate A en disant c'est un fameux DJ qui adore Ibiza. Il y en a qui ont trouvé David Gate A. Bon, bref. C'est une petite anecdote, mais voilà, c'est vraiment voilà. Mais c'est pour vous dire que ensuite tout le monde en parlait. Tout le monde parlait tout le monde parlait du projet et puis ça commençait voilà, à intéresser les gens et voilà. Donc ça, c'est la première expertise de Lucilius, c'est la capacité de rentrer dans vos enjeux de grandes entreprises, peu importe les sujets, et d'être capable de partager ces enjeux avec vous. Et quand on parlait de combat, finalement, les combattants, c'est plutôt vous, les clients, donc les grandes entreprises, qui devaient, au pilotage de ces projets de transformation, embarquer finalement toutes vos organisations, vos COMEX, les managers, les différentes strates de l'entreprise. Et ça, c'est pas facile. C'est un combat au quotidien. Et je l'ai partagé avec plein de clients, notamment avec Michel, où on a fait vraiment un projet où voilà, Michel vous racontera, je ne veux pas spoiler, mais voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième expertise de Lucilius, après l'expertise en transformation, c'est le sujet de l'expérience et de la culture client. Et donc, comme je vous le disais, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ces sujets-là, aussi bien sur la relation, sur la culture, sur l'expérience client. Vous verrez aujourd'hui 3 cas, et c'est un sujet qui me passionne et que j'ai envie de continuer à développer avec vous. Et enfin, la troisième expertise, c'est la communication et notamment la production de contenu, donc de programmes de communication, plan de communication, programme de communication, stratégie de communication et production de contenu qui soit à la fois pédagogique, apprenant et créatif pour pouvoir justement faire la différence dans un monde surchargé d'images, mais aussi faire la différence pour vous dans les entreprises où vous avez plein de programmes qui se chevauchent, plein de stratégies, de streams, de projets qui se chevauchent, de faire la différence et d'émerger au sein des entreprises sur ces sujets clients pour faire la place et puis mettre le client au centre. In fine, c'est ça l'objectif. Pour moi, mon objectif de cette conférence, c'est d'essayer de vous convaincre, grâce à ces 3 témoignages de cas pratiques clients, que le volet communication dans les projets de transformation liés aux clients sont vraiment un élément fondamental, mais aussi un élément qui est mesurable, dont l'impact est mesurable. Voilà, donc ça c'est pour mon introduction. J'invite maintenant Michel Van Bleus, donc directrice de l'expérience client chez Nexity jusqu'en juin 2023, pour nous faire part à la fois du contexte dans lequel on s'est rencontrés. Puis ensuite, vous verrez une vidéo, ce sera un bout à bout de différentes vidéos. Et puis ensuite, on parlera des résultats et de l'impact que ce travail commun a eu pour Nexity. Merci. Merci à tous. Alors, oui, ça marche. Oui. C'était un combat assez génial parce que ça n'existait pas. En fait, l'expérience client, on a commencé avec KPAM hein, dès le départ, il y a 10 ans, je crois, où là, je devais déjà vendre le système et expliquer comment ça fonctionnait. Et moi, j'étais dans une unité commerciale, donc tout ce qui est opérationnel commerce. Et j'étais donc Nexity est un promoteur donc immobilier dans lequel on avait des commerçants qui vivaient dans la crise. On est en crise aujourd'hui, mais on ne l'était pas en 2017 et en 2018. Et les appartements se vendaient très bien, mais on était livré 3 ans après. Donc tout le commerce on avait formé, donc Christophe qui était là, formé nos commerciaux pour pouvoir aller vendre des appartements. Sauf qu'à la livraison 3 ans après, on n'était plus du tout dans le même schéma. Donc j'étais vraiment dans un schéma de relation client qui était mais pas du tout visible. C'est pas comme quand on remet un bien ou quelque chose. Là, le client rentrait et ce qu'il avait acheté sur plan n'était pas tout à fait la réalité. Et le chef de chantier s'en foutait complètement parce que lui, il avait livré un appartement. S'il y avait l'électricité, je parlais de l'EDF, ben, c'était pas grave. Donc voilà, tout ça était dans le commerce. Donc on avait des super vendeurs performeurs et on n'avait rien derrière. Donc un jour, je me suis inquiétée de l'expérience client. Et on m'a dit, mais c'est quoi l'expérience client? Ça n'existe pas chez Nexity. On s'en fout. Nous, on fait de la relation client. Donc, il a fallu convaincre. Pour convaincre, il fallait emmener l'interne. Mais emmener quel interne? Emmener la DSI, parce qu'il fallait mettre des outils.
Il fallait emmener les RH parce qu'il fait recruter différemment. Il y avait une posture, il y avait une organisation, il est suivi. Donc, la com interne était très compliquée à gérer. Donc, ma solution à l'époque, une fois que j'avais mis KPAM devant, tout le monde m'a dit, on ne comprend rien, ça va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est trop compliqué. J'ai dit, bah, moi, je vais m'en servir et puis on va travailler. Donc, j'ai mis en place cette fameuse chaise rouge qui était la chaise client, qui n'était pas de mon idée, mais qui à l'époque était quelque chose qui avait été mis en place chez Air France. Et j'ai dit, je vais livrer ces chaises clients avec le mot client et je vais communiquer déjà une première communication, c'est-à-dire qu'on va envoyer 350 chaises, les premières dans le comité de direction, et on va accompagner cette chaise. Donc, je l'ai installée la nuit. C'est une chaise rouge avec marqué client, que vous la verrez là tout à l'heure. Et cette chaise client, personne n'était au courant puisqu'elle n'avait pas de nom. Donc la nuit, elle était posée dans des salles de réunion. Le lendemain matin, tout le monde cherchait qu'était la communication de cette chaise et qui avait mis cette chaise. Mon président, tout le monde, enfin personne n'était au courant. Et le lendemain, je remettais un mot client avec occupez-vous de moi, avec une petite bande dessinée, donc de communication. Et cette petite chaise commence à parler. Et elle dit, si vous m'écoutiez, comment ça fonctionne et voilà ce que je ressens. Et je reprenais les verbatims qu'avait mis KPM derrière, des clients en fait. Et en mettant ça en place, tous les comités de direction se sont dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette histoire? Donc j'ai appelé Camille en disant, qu'il travaillait déjà avec nous, en expliquant pourquoi j'avais besoin de la com interne et quel temps. J'avais pas de temps. J'avais besoin d'un gros budget à ma direction générale, donc on verra, je crois, un morceau du film. J'ai donc fait un film plutôt que de faire des slides, d'expliquer, d'avoir des comex. J'ai balancé un film qui était un peu excessif un peu. Et mon président m'a dit, tu as 4 minutes, voilà, combien tu veux, quoi. Et moi, j'étais là, j'avais pas d'équipe, personne, et j'étais avec cette chaise rouge, et il m'a dit, moi, elle va m'accompagner partout. Donc, il l'a emmenée partout, dans les médias, sur les séminaires, et puis j'ai dit, j'ai besoin d'un séminaire, et j'ai besoin de communication interne. Donc, voilà comment le contexte est arrivé. Cette chaise est devenue virale. J'ai quitté le groupe, ils m'ont offert un bloc avec la chaise dedans, parce que c'est devenu quelque chose de marqué dans le groupe. Ces chaises sont partout, mais c'est la communication qu'on y a apportée. Donc, on a fait un séminaire, on a mobilisé Disney, tout le monde était en blanc avec toutes ces chaises rouges et elles représentaient le client. Chaque animation et chaque travail qui a été fait était de mettre cette chaise au séminaire, aux tables, mais chaque réunion où je travaillais sur le parcours complet, en fait, sur toute l'organisation, avec à l'époque l'Académie du service et puis toi derrière sur toute l'organisation des films qu'on va voir là. Et cette chaise, elle venait, le mec du chantier ou le technicien venait s'asseoir dans la chaise face à un comité de direction et il expliquait ce que lui, il aurait pu aménager et quelle est sa bonne expérience ou la mauvaise expérience. Donc, il devenait client lui-même en part entière. Donc, comment on fait pour avoir un client qui n'est pas content quand il est livré? Parce que je peux vous dire que ce n'est pas évident, surtout en ce moment. Et ils sont très contents. Donc, tout ça a fait qu'on a avancé donc, les parcours sur le contact. Quel est le contexte? Qu'est-ce que ça donne? Ça a mis 3 ans minimum. Ensuite, c'est devenu viral, donc on en a parlé. Et puis, on a racheté des sociétés, donc on les a intégrées. Il a fallu mettre tous les parcours. Et puis, il a fallu trouver aussi les équipes caméramans, enfin voilà, qui sachent, on en parlait sur SNCF, c'est aller chercher ce que le chantier ou ce que la personne du chantier et le client peuvent amener. Parce que une femme enceinte qui prend un appartement, la chambre n'est pas faite, des fois il est un peu sale ou suivi, à l'époque c'était un peu comme ça. Eh bien, le chef de chantier, on en a eu des qui partaient avec les pompiers parce qu'ils devaient accoucher, eh bien, il y avait toute une visio qu'on avait mis en place pour accompagner. Enfin, voilà. Donc, on avait créé vraiment des univers assez sympathiques. Et on s'était dit, on va faire des anecdotes. Donc, on va faire les cas, on va en voir, des cas maxi, donc des vraies expressions qui ont été tournées de chez KPM et KPAM. Et puis, tout ça s'est mis en place. Et puis, il a fallu maintenant arriver le Covid. Et là, plus personne sur le chantier, plus de livraison, plus de déménagement. Les gens se sont retrouvés en galère. Donc, il a fallu créer un service réclamation en urgence. Donc, qui est maintenant devenu un service qui est piloté par Marie-Caroline, mais qui est quelque chose de puissant qu'on a mis en place parce que moi, j'allais chercher le courrier tous les matins avec mon masque en vélo pour lire les courriers parce qu'on n'était pas organisé. Donc, on a créé ça en 6 mois de temps avec une organisation, avec les outils, et c'était devenu de l'expérience client aussi. Mais pour faire ça, il a fallu le Covid, bien sûr, mais ça a été très compliqué à gérer parce que personne ne comprenait pourquoi je n'allais pas chercher le courrier le matin, lire les courriers pour tous les clients qui avaient des problèmes de technique, de suivi. On faisait 25 000 logements par an, donc c'est beaucoup de clients. Et ce sont des familles, en fait, avec des enfants qui ont des histoires. Donc les femmes qui devaient emménager avec leurs enfants, les écoles, enfin, tout était compliqué. Et ce service de réclamation a déboulé sur le groupe. Donc on a commencé à faire tâche d'huile, à organiser.
Et ensuite est arrivée la direction de la satisfaction parce qu'on s'est dit, bah, maintenant qu'on traite la réclamation, on va pouvoir en faire des pépites. Et donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose sur la satisfaction. Et on a donc créé l'ensemble des outils. Tout ça, ça ne s'est pas créé comme ça. Il a fallu donc faire des impacts de films, des présentations. J'ai dit, on arrête les PowerPoint, on arrête tout. On fait des visios, on va emmener les gens directement sur le terrain et on va faire constater directement comment ça marche et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai expliqué tout ça à Camille qui m'a proposé des choses. On s'est bien. C'était vraiment un combat des fois parce qu'il ne comprenait pas toujours où vous voulez aller. Après, je voyais qu'il embarquait et ça se mettait en place. Mais l'ensemble des films qui ont été faits sont toujours dans le groupe. Ils les utilisent sur le onboarding. Tous les nouveaux groupes, ils les utilisent. Donc, je veux dire, ça n'a pas vieilli. Donc, en 10 ans de temps, on a monté toutes les histoires et toute la com interne qui a été faite ensemble. Tout le monde connaissait la machine à café, la chaise rouge. Tout le monde parlait d'expérience client. Donc, quand j'arrivais, j'étais Madame Chaise Rouge. Donc, voilà, j'arrivais dans ce groupe par rapport, mais même à l'externe, parce qu'on en a énormément parlé. Et ça a permis, on a été dans des bouquins, on a eu des réunions, mais à chaque fois, la com derrière permettait au directeur avec un clin d'œil, hein, parce qu'on l'a tourné quand même avec des espions, on a fait des trucs un peu fous. Mais les gens, l'extranet du groupe, en fait, ne suffisait pas parce qu'il y avait tellement de com qui arrivaient avec des choses qui étaient dites. En fait, rien n'était assez fort puisqu'il n'y avait pas de vidéo. Et donc, on a attaqué l'expérience client grâce à toute cette organisation vidéo, la com interne, les outils, et puis des bandes dessinées. On retravaillait avec les clients. Enfin, voilà, on a fait venir beaucoup de monde. Et puis, ce travail de communication et les gens, en fait, qui interviewaient aussi les autres, c'était génial parce que ça a fait une tache d'huile sur l'ensemble du groupe. Et en fait, c'était l'innovation à l'époque. Maintenant, quand je vois ce qu'on fait chez FDJ derrière et puis ce que j'ai vu chez la SNCF, c'est quelque chose qui maintenant est viral. Donc, je crois que c'est hyper important. Du coup, on a emmené des COMEX, des CODIR, la DSI, les DRH, tout le monde était lié derrière cette histoire. Et tout le monde a pleuré s'il n'avait pas sa chaise rouge. Et s'il ne l'avait pas, il se faisait aussi allumer parce que ce n'était pas possible, en fait. Il fallait qu'il soit concentré client. Les vendeurs, du coup, on a refait des formations pour les commerciaux, parce qu'en fait, ils vendaient un peu n'importe quoi des fois. Donc, ça faisait partie. Alors, les résultats derrière, ce qui est important, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais les résultats derrière, c'est qu'on a créé un service réclamation performant. Ils ont créé un service satisfaction maintenant dans lequel on peut parler tout groupe. C'est visible, on a des choses qui existent, mais tout ça est parti de rien en fait, quand on regarde bien. Mais c'est que de la mobilisation des équipes. Donc moi, à chaque fois, ils me regardaient, ils me disaient, tu veux embarquer? Donc on était avec notre sac à dos quelque part. Les séminaires, on les a fait un peu comme des sacs à dos, mais c'était énorme. On emmenait des gens, les gens, ils étaient comme des oufs. Et ils portaient la petite chaise rouge. Enfin, c'était important pour eux d'avoir ce sujet. Et les résultats ont fait que vraiment on a créé ce système. Et aujourd'hui, voilà, ça continue, ça roule. Je pense que tu continues avec eux. Et je suis ravie de l'avoir monté parce que c'était une jolie aventure. Ça a mis 9 ans. Et c'est une très belle pièce de théâtre. Et j'appelle ça un storytelling. Il était une fois une petite chaise rouge. Voilà. Merci beaucoup, Michel, pour ce témoignage. Alors, on vous propose maintenant de voir quelques extraits. Alors, dans l'ordre. Premier tout petit extrait, un petit motion design qui dure quelques secondes voilà, en introduction. Ensuite, vous verrez 2 épisodes des films qu'on a fait à partir des verbatims de KPAM. Donc là, on avait pris 35 verbatims de clients qui avaient fait tout le cycle de vie produit d'un appartement livré en VFA. Donc ça dure parfois 2-3 ans. Et on a reconstruit à partir de ces verbatims authentiques un scénario porté par des comédiens pour concentrer un petit peu plus le témoignage et en faire effectivement, comme le disait Michel tout à l'heure, quelque chose d'un peu fort pour secouer un peu le cocotier, notamment au niveau du COMEX. La deuxième vidéo, c'est son pendant un peu plus optimiste, enthousiaste. Voilà. Et ça permet, c'est des outils aujourd'hui qui sont utilisés encore chez Nexity en onboarding pour faire comprendre ce qu'est une expérience client réussie ou une expérience client. Voilà. Et puis ensuite, il y aura un petit extrait d'une petite fiction qu'on a faite. Et la dernière, c'est un petit teaser avec les espions d'un grand groupe concurrent qui viennent, espionner à travers, en se faisant passer pour des laveurs de carreaux et qui viennent essayer de voler le référentiel. Donc, on va regarder ça.
Vous savez ce que c'est, un irritant? C'est le genre de blocage qui fait que ça va pas et ça peut faire mal. Dans le business, un irritant désigne plus précisément un point de friction dans l'expérience client et qui va nuire à leur satisfaction. Alors, chez Nexity, on fait la chasse aux irritants. Il y a eu tellement de trucs, j'ai du mal à faire un bilan précis. Nous, c'est bien simple, on a eu 4 mois de retard sur la livraison de l'appartement. Voilà, 4 mois de questions sans réponse, d'inquiétude, d'agacement, d'angoisse. Mais le plus énervant, c'est que le jour de la livraison de l'appartement, on s'est rendu compte que les réserves qu'on avait formulées 5 mois auparavant au cours de la pré-livraison, ça n'avait pas été résolu. Alors qu'on les avait longuement évoquées, on avait été très précis. Et puis après, une fois qu'on a pris possession de l'appartement, personne ne nous a aidés pour l'Internet qui n'était pas installé, il n'y avait pas d'électricité dans les parties communes. Bon, alors du coup, on a essayé de contacter un petit peu tout le monde, mais alors là, tout le monde se renvoie à la balle, quoi. L'entrepreneur nous dit qu'il faut voir avec le syndic il faut voir avec Nexity, alors que c'est la même boîte. Je sais pas, les mecs qui se parlent jamais entre eux, quoi. Ils ont un projet en commun, mais ils font rien en commun. Non, ils nous ont vendu du rêve, mais nous, on a acheté un cauchemar. Moi, si c'était à refaire, si j'avais su que ça se passerait comme ça, j'aurais jamais signé. Enfin, je ne veux pas faire le mec traumatisé parce que bon, voilà, on a la santé, tout ça, mais ça nous a pourri nos semaines, nos week-ends, nos vacances, notre couple. Parce qu'avec ma femme, on parlait plus que de ça. On finissait par s'engueuler. À tel point qu'à un moment, on se renvoyait la responsabilité de l'achat de l'appartement. C'est dingue, quoi. Mais bon. Non, mais je vous explique, c'est qu'en fait, on a dans le salon des dalles de carrelage de 30 par 30, et il y en a une qui a été posée de travers, ce qui fait qu'en fait, elle remonte à peu près de 5 mm sur le côté. Donc, c'est vrai qu'en soi, c'est pas très grave, mais comme ça fait la jonction avec l'entrée, du coup, on va passer notre temps à buter dedans, donc c'est pas possible. Et aussi, on a un problème électrique avec le four, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on l'allume, clac, ça disjoncte. Et ici, sur le palier, on a, vous savez, il y a un détecteur de présence qui s'allume quand il nous détecte, en fait. Sauf qu'il doit être mal réglé parce qu'il finit toujours par se couper au moment où on va pour mettre la clé dans la serrure. Donc, on est là à faire des grands gestes pour qu'il nous repère et pour que ça s'allume. Donc, bon, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait remonter mes réserves auprès de Nexity. Et j'ai reçu ce matin un mail me disant qu'ils allaient prendre en compte ce que j'avais dit, qu'ils se rapprochaient du gestionnaire et de l'équipe de construction. Mais je pense qu'ils ont déjà avancé là-dessus parce que j'ai reçu ce matin un appel de l'équipe justement de travaux pour savoir quand est-ce qu'ils pouvaient passer pour changer le carreau et puis pour régler le problème électrique. Donc c'est plutôt bien. Et par rapport à la lumière, alors ça je crois que ça avance pas, mais en même temps, je suis pas inquiet parce que j'ai eu le service après-vente de Nexity là, et ils m'ont dit qu'en fait, ils s'étaient rapprochés du syndic. Et ce matin, j'ai croisé Monsieur Lebel dans l'ascenseur, c'est un voisin, ils ont le même problème de détecteur sur leur palier. Et il m'a dit que lui, ils avaient contacté par eux-mêmes directement le syndic et qu'ils envoyaient au plus vite une équipe pour s'occuper de ça. Donc j'espère juste maintenant qu'on a la même notion du au plus vite, quoi, parce que voilà. Bon, je t'avoue, la première fois, quand j'ai vu l'appart, je l'ai trouvé un peu froid. En fait, j'aurais pas imaginé ça comme ça, tu vois. Mais quand t'es face à quelqu'un qui sait te rassurer, trouver les mots, je crois que j'avais déjà envie de m'installer. Alors, ce référentiel. Ils ont dû s'y mettre à plein pour réussir à faire un truc pareil, hein. Et tu notes? Hein? Vas-y, c'est hyper précieux. Faut absolument qu'on apporte ça à nos clients. Ok, ça marche. Alors, le référentiel, ce sont des pratiques, métiers et des surprises, au pluriel, qui permettent de construire une signature relationnelle entre collaborateurs et avec les clients communs à toutes les filiales de Nexity. Nexity, le I, il est au début, ou alors c'est le Y? Putain. Hey! Coucou! Ça va? Hey!
Vous aussi faites vivre une expérience à vos clients. Rendez-les heureux. N'hésitez plus, cliquez ici. C'est lui qui décidait si le chantier était correct ou si son appart à 300 000 ou 500 000 était correct, dans lequel il allait vivre 25 ans avec sa dalle de travers. Tout le monde s'en foutait avant. Donc voilà, c'est ce travail de com, de relais, de suivi, de communication et de mobilisation des codir, où je les ai souvent enfermés dans des bureaux pour qu'ils lisent les verbatim des clients et qu'ils mettent en place des plans d'action derrière. Mais c'était d'abord le client qui parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand moi je parlais à la place du client. Et on en faisait appeler les personnes pour venir sur la chaise et exprimer ce qu'ils avaient rencontré et la mauvaise expérience. Si vous avez des questions. Merci. Merci. Merci Michel. Tu es là. Merci pour cette belle aventure ensemble. Et je suis ravi d'avoir pu jouer un rôle dans cette belle pièce de théâtre, comme tu dis. Très bien. Alors, deuxième cas, maintenant, on va parler de Française des Jeux avec Julien Mercier, si tu veux bien, Julien. Julien qui est donc Française des Jeux, responsable de la culture client. Et donc, je te passe le mic pour que tu nous racontes un peu le contexte, comment on s'est connus, ce que vous avez voulu faire. Merci Camille. C'est vrai qu'en écoutant le témoignage de Michel, je me rends compte qu'on partage quand même beaucoup de choses dans les métiers de la culture client en termes de conviction et de partage notamment de certaines pratiques clients. C'est très intéressant. Pour parler rapidement de la Française des Jeux, il faut savoir quand même que la culture client, ça fait que quelques années que je suis à la Française des Jeux, à peu près 3 ans. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'arriver dans une entreprise où la culture client était quand même déjà consacrée au sein d'une équipe, avec une équipe qui était un peu élargie, qui était chargée du développement de l'expérience client et qui était en charge notamment de rencontrer des clients, de répondre à des problématiques métiers internes, en essayant d'apporter des solutions à ces métiers-là qui pouvaient être en difficulté sur certains points, et certains jeux, certains services notamment. Donc la culture client était déjà consacrée finalement dans une équipe avec un budget, etc. Donc c'était aussi l'avantage de pouvoir arriver dans cette entreprise avec déjà des ambitions clients qui sont toujours à travailler, bien évidemment. Et donc, du coup, la mission de la culture client au sein de cette équipe élargie de développement de l'expérience client, c'est d'acculturer individuellement et collectivement les plus de 2500 collaborateurs du groupe, notamment en diffusant un certain nombre de dispositifs de communication interne qui existaient déjà avant moi et qui étaient très intéressants, qui permettaient vraiment d'inspirer les collaborateurs, de leur faire comprendre ce que c'était le travail centré client. On a notamment la rencontre d'autres entreprises ce qui permettait vraiment d'échanger des bonnes pratiques sur la manière vraiment de travailler de manière centrée client. Et ce travail, il se mène chaque année avec un diagnostic interne de chacun de nos dispositifs en réalité. Et on essaye de travailler, on va dire, tous les éléments de l'expérience qu'on propose finalement aux collaborateurs, de tous les dispositifs de communication interne. Donc on le retravaille chaque année en allant interroger les collaborateurs, en leur demandant si les dispositifs leur permettent finalement de travailler de manière centrée client, de comprendre le client. Et on s'est rendu compte il y a quelques années que la plupart de nos dispositifs qui étaient très intéressants, qui étaient déjà mis en valeur au sein de la Française des Jeux, rencontraient certaines problématiques, notamment en matière de satisfaction vis-à-vis des collaborateurs. On s'est rendu compte que voilà, il y a certains dispositifs qui étaient peut-être un petit peu trop compliqués pour certains de nos collaborateurs, qu'on parlait à certains collaborateurs en oubliant certains autres collaborateurs. Et on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être retravailler certains points de nos dispositifs de communication interne, notamment en retravaillant des plans d'action. On avait quand même déjà des idées en fait. Donc, on a commencé il y a 1 an et demi à retravailler de nouvelles idées. On est reparti de zéro. Donc, il a fallu faire ce diagnostic interne qui n'est pas toujours évident d'ailleurs pour les équipes de la culture. C'est quand même un travail de prise de conscience de certaines de problématiques finalement, qui n'est pas toujours évident à mettre en place. C'est une réalité. Donc, on a fait ce travail de diagnostic, on a retravaillé de nouvelles idées, on a retravaillé de nouveaux messages à diffuser à nos collaborateurs sur les clients. Donc, on a eu beaucoup d'idées, notamment déjà en amont l'idée d'un journal télé en fait, interne
Et on est arrivé avec ces idées en se disant, mais en fait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un moyen d'opérationnaliser tout ça. On a les idées, on a les données à diffuser à nos collaborateurs sur nos clients. On sait ce qu'on veut raconter, mais on ne sait pas comment le faire. On manque de soutien, on va dire, d'un point de vue créatif, d'un point de vue accompagnement de production de contenu, tout simplement. Donc, on s'est tourné vers Camille à ce moment-là, qui a su nous accompagner, notamment en nous disant qu'on avait une ambition, c'était de faire un journal par semaine, un journal hebdomadaire. On s'est rendu compte que c'était un petit peu trop ambitieux. C'était aussi ça l'avantage d'avoir un accompagnant sur ce projet-là. Et donc, du coup, on a travaillé ensemble ce contenu. On s'est stabilisé sur à peu près un journal par mois, un journal de 15 minutes qui est consacré entièrement à nos clients, dans lequel on partage les informations essentielles sur les clients à nos collaborateurs. Ce flash client, il se déroule sur les plateaux FDJ, je reviendrai dessus rapidement après. Et l'enjeu, voilà, c'était de diffuser à la fois de la donnée client qui soit parlante pour tout le monde, la donnée essentielle que tous les collaborateurs doivent connaître finalement sur la Française des Jeux pour pouvoir avancer et créer, on va dire, un socle de base commune sur le client. Et l'idée, c'était également de réhumaniser un peu nos clients qui subissaient, de la part de certains collaborateurs, un certain nombre de clichés. Il y avait encore beaucoup d'idées préconçues de la part de certains collaborateurs sur les joueurs, souvent décrits comme un pilier de barre, etc. Donc, on a été assez étonnés, notamment au moment de ce diagnostic, on allait rencontrer nos collaborateurs en leur demandant voilà, ce qu'ils pensaient de nos dispositifs. Donc, ce diagnostic-là, il est aussi c'est un moyen de faire vraiment émerger des idées qu'on a pu, enfin, pas des idées, mais en tout cas des sentiments de la part des collaborateurs. Et du coup, on a lancé ce flash client qui est en fait du coup, comme je le disais, un journal de 15 minutes de plusieurs séquences avec à la fois des témoignages clients qu'on rencontre réellement, des clients qu'on recrute, qu'on sait recruter, qu'on connaît bien parce qu'on a des profils de clients à la Française des Jeux aussi. On a les rencontrés, on les interrogeait sur un tas de sujets, que ce soit leur comportement de jeu, leurs habitudes de jeu, ce qu'ils pensaient du pari sportif en ligne, ce qu'ils pensaient et comment ils jouaient finalement aussi au loto, à l'euro-million. On a leur posé plein de questions et l'idée, voilà, c'était de pouvoir vraiment mettre en avant ce que nos clients pensaient aux collaborateurs et de les rapprocher un peu plus, de créer un peu de la connexion. Et l'autre point et l'autre enjeu, c'était finalement de diffuser aussi de la donnée, des données clients simples. Et pour cela, on a trouvé que c'était intéressant de pouvoir raconter une histoire au-delà de simplement donner une donnée et de dire, bah voilà, effectivement, on a tant de joueurs à la Française des Jeux. L'idée, c'est vraiment de raconter une histoire, d'expliquer ce que ça veut dire réellement derrière, enfin, qu'est-ce que ça veut dire comme histoire bah, voilà, c'est quoi un client FDJ, à quoi il ressemble. Finalement, c'est ça. C'est la meilleure manière de le raconter, des fois, c'est simplement raconter une histoire avec un petit motion design. Donc le flash client est né de cette manière-là. Autre point important, c'est que ce flash client, il permettait aussi de connecter les expertises internes de certains de nos métiers. Parce qu'on fait intervenir en fait sur ces flash clients un invité FDJ qui est souvent un directeur ou une directrice et qui vient en fait nous parler de sa vision client, nous parler de ses projets clients dans son environnement de travail enfin, personnel en tout cas. Donc, c'est à la fois un moyen de diffuser de la donnée, de pouvoir rencontrer des clients, humaniser nos clients et leur donner du poids business et de permettre justement aussi à des métiers en interne de diffuser et de partager leur vision client. Ça, c'était hyper important. Et ce qu'on a beaucoup aimé aussi en travaillant avec Camille, c'est qu'on avait aussi un besoin de comprendre l'environnement interne parce qu'on a aussi des studios FDJ dans lesquels on a déjà des ressources sur lesquelles il fallait capitaliser. Et c'est vrai que la possibilité de travailler avec Camille et d'avoir justement cet accompagnement créatif, en plus de pouvoir avoir ces studios télé sur lesquels on capitalisait déjà d'une certaine manière, c'était un excellent moyen pour nous de créer une émission qui soit complète et qui mette en image finalement tous les talents FDJ, enfin tous les talents FDJ, en tout cas tous les talents qu'on peut avoir au sein de la Française des Jeux et mettre en avant les expertises de chacun. Donc c'était hyper précieux également. Et fort de cette expérience-là, on ne s'est pas arrêté au flash client. Sur ces plateaux, voilà, c'est un flash qui a très bien marché. Il était à peu près noté 8 sur 10 par la plupart par les collaborateurs qui ont répondu au questionnaire de satisfaction sur le flash. Donc on était ravis de cette expérience-là finalement. On s'est rendu compte que ça avait du poids, que ça parlait aux collaborateurs, que ça avait du sens pour eux, que c'était rapide, que c'était concis, que la forme était intéressante, que les sujets traités étaient intéressants. Parce que je ne l'ai pas dit, mais le flash traite toujours d'un sujet stratégique pour la Française des Jeux. Donc chaque flash, c'est un thème qui est consacré à travers les témoignages. Donc on concentre les témoignages sur le thème en question, on concentre la donnée sur le thème en question. Donc c'est un moyen de mettre en avant finalement un sujet stratégique pour FDJ. Et fort de cette expérience qui a vraiment bien marché,
on s'est dit, c'est intéressant, à ce moment-là, on a une promesse client qui est un peu dans nos stocks. Ce serait intéressant de mettre en avant cette promesse client, la promesse qu'on fait à tous nos clients, et de pouvoir la diffuser à l'ensemble des collaborateurs pour que ce soit vraiment connu de tous et qu'on puisse avancer, et puis aussi essayer de convaincre nos managers, nos directeurs aussi un peu plus haut, qui n'étaient pas forcément toujours, enfin, qui ne sont pas forcément toujours convaincus. Donc il faut toujours chercher à convaincre, c'est ce que disait Michel, je ne dis pas qu'ils ne sont pas convaincus, mais enfin, voilà, il y avait quand même un travail derrière de sensibilisation à faire, évidemment. Donc on a créé une émission un peu sur le même principe, une émission de 30 minutes en one-shot, avec à la fois des témoignages de nos directeurs qui sont mis en fait, à incarner la promesse client en la décrivant. On a aussi fait intervenir la directrice client qui nous a parlé des piliers en fait, de la promesse client. La promesse client, en fait, c'est ce qu'on promet à nos clients. Et derrière ça, il y a toutes les dimensions de l'expérience client à la Française des Jeux qui sont la confiance, la simplicité et les émotions. C'est vraiment notre promesse. Il faut faire vivre à nos clients et dans la confiance et dans la simplicité des émotions à tout moment, à tout lieu. Et l'idée, c'est de partager ça aux collaborateurs, de leur donner des indications et des billes sur cette promesse-là. Donc, du coup, on a créé une émission en one-shot, comme je le disais, avec des intervenants, des données en motion design également pour présenter finalement comment on arrivait à mettre en avant toute la satisfaction de nos clients sur les différents parcours clients qu'on avait. Et on a également mis en avant une fois de plus nos clients en les faisant témoigner sur chacune des dimensions de la promesse FDJ. Donc on a fait témoigner nos clients sur la confiance, ce qu'ils pensaient de la confiance à travers FDJ, ce qu'ils pensaient des émotions, ce qu'ils pensaient de la simplicité finalement dans nos jeux et dans notre offre. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en avant toute cette expertise, toute cette construction pour nos clients, aux collaborateurs. Et c'est également un point qui a très très bien marché, puisqu'il y a plus de 60% des collaborateurs qui ont suivi l'émission, qui nous ont exprimé que c'était vraiment un excellent moyen pour intégrer la stratégie client de l'entreprise au sein de leur mission. Donc, quelque chose qui a vraiment permis de travailler, on va dire, quelque chose d'opérationnel et qui a permis aussi de remettre un peu en évidence certaines valeurs autour de nos clients et de cette promesse client. Donc, ouais, voilà, des beaux dispositifs mis en place grâce à Lucille et son accompagnement. Donc, on a été ravis de pouvoir travailler là-dessus. Et puis, on espère qu'on pourra continuer aussi à travailler sur de nouveaux dispositifs à l'avenir qui marchent très bien. Donc, voilà. Bon. Merci beaucoup, Julien. Alors, on va enchaîner sur un petit montage, effectivement, de réalisation pour FDJ. Donc, vous verrez au début un petit morceau d'interview de Stéphane Palaise, qui est la PDG de Française des Jeux. Ensuite, vous verrez un teaser sur le flash client. Donc, en gros, c'est teasing sur l'émission un peu montée, dynamique, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Des clients et des chiffres, c'est une sous-émission en motion design sur les chiffres clés. Et puis, à la fin, un motion également sur les piliers de l'expérience, comment en fait on peut rendre pédagogique pour les collaborateurs des éléments d'enquête, des éléments un peu d'analyse qui sont parfois un peu compliqués à comprendre. Donc on l'a rendu de façon pédagogique. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes au studio client de FDJ avec notre présidente directrice générale Stéphane Palaise qui a tenu à être parmi nous pour cette première et à qui je laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais en effet à être parmi vous aujourd'hui pour rappeler à quel point le client doit être au cœur de toute notre activité. Sans nos clients, en tant qu'entreprise, nous ne sommes rien. Malgré l'anonymat en point de vente, nous nous efforçons déjà de toujours mieux connaître nos plus de 25 millions de clients, leur motivation à jouer, leurs problématiques et ce qui est important pour eux dans leur expérience de jeu. Nous nous sommes donc donné les moyens de mieux connaître nos clients et surtout de mieux les comprendre, tant dans leur comportement que dans leurs émotions. Bonjour à tous. Le principe du flash client est de vous partager en 15 minutes les informations essentielles à connaître sur les clients du groupe FDJ. Dans tous les cas, il y a un plaisir de jouer à nos jeux. C'est parti. On se rend compte qu'on a des profils de joueurs très variés et qu'on est finalement très loin de la caricature. T'y crois, t'as envie d'y croire de toute manière. C'est une manière de diffuser la connaissance client à tous. Ils te vendent du rêve, ce jeu. Par essence, en fait, on vend du rêve et on vend du ludisme. Ça s'explique sans s'expliquer.
claquer des doigts et changer de vie, ça fait rêver tout le monde. « 25,6 millions. Ça pourrait être le salaire annuel moyen d'un footballeur, le nombre de grains de sable dans un verre à moutarde, ou même encore les frais de chirurgie esthétique d'une star américaine de la télé-réalité. Mais non, 25,6 millions, c'est le nombre de Français qui ont joué en 2021 à un jeu de la Française des Jeux. Vous imaginez, c'est presque un Français sur deux. Et qui sont ces Français amateurs de jeux de hasard? C'est un peu tout le monde en fait. C'est mon voisin Michel, ma grand-mère Odette, Tina, ma prof de yoga, Kevin, le livreur de pizza, et même Dominique, mon patron. Ouais, même Dominique. On dirait pas comme ça, hein? Et pourtant, il est joueur, Dominique. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que le joueur de la Française des Jeux, il n'appartient pas à une catégorie socio-professionnelle précise. Et on le trouve partout aussi. Il est citadin, ou il habite à la campagne, ou au bord de la mer, ou aussi à la montagne. Il aime le foot ou le rugby, la bière ou le génépi, Mozart ou Orelsan, les bretzels ou les calissons, ou les deux, mon capitaine. Le joueur type n'a pas d'âge précis non plus. Il joue de 18 à 100 ans, voire plus pour certains qui ont la vie dure, comme ma grand-tante Olga. Ouais, Olga, elle a eu 103 ans la semaine dernière, et bon, bref, les jeux sont démocratiques et ils touchent le plus grand nombre de Français sans distinction aucune. 25,6 millions, ça fait donc pour nous, à la Française des Jeux, un très grand nombre de clients. Comme peu d'entreprises françaises, finalement. Et qui l'eût cru? Chez FDJ, nos clients peuvent emprunter 6 parcours différents: tirage, grattage, paris sportifs, en point de vente et en ligne. Et ça représente 100% du business. Nous avons identifié, on l'a vu, 3 grands piliers de l'expérience FDJ: la confiance, la simplicité, les émotions, rêve, plaisir, adrénaline. Ces 5 dimensions, nous les avons évaluées, nous avons évalué leur importance sur les 6 parcours empruntés par nos clients. Le but, c'est d'identifier et de prioriser des leviers d'action pour améliorer l'expérience de nos clients. Prenons un exemple. Si l'on zoome sur le parcours tirage point de vente, qu'empruntent 17 millions de nos clients et qui représente pour FDJ 5 milliards de mises, le pilier qui contribue le plus à la satisfaction de nos clients, c'est la confiance, à environ 41%. Leur confiance, elle va s'expliquer par plusieurs facteurs, comme la confiance accordée à nos commerçants partenaires, la garantie de récupérer ses gains en point de vente ou encore l'affichage des résultats. Ensuite, après la confiance, vient la simplicité qui contribue à 32% de la satisfaction de nos clients. Les facteurs qui rendent le parcours simple sont par exemple la facilité d'accès à l'offre, la clarté des règles de jeu ou encore la récupération instantanée de ses gains. Voilà. Tu les as bien en tête. Bon, merci beaucoup, Julien. Merci. Et enfin, nous allons parler maintenant du projet SNCF Gare et Connexion qu'on a réalisé avec Catherine Beau, directrice adjointe service et expérience client et relations clients. Voilà. C'est ça. J'aurais dû. Non, mais j'ai ma fiche, hein, mais j'ai essayé sans fiche et je savais que je n'allais pas y arriver. Et qui. Non, non. Et Laurent Garnier, bien sûr, qui est cofondateur avec. Oui, tout à fait, avec Anne Jegg, et que je salue. Et voilà, donc, à qui on. Donc, un projet SNCF Gare et Connexion. En fait, on a collaboré avec KPAM, qui a commencé par une étude. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je donne voilà. Voilà. Je vais expliquer et puis tu compléteras tout ce que. Enfin, on va expliquer avec Laurent et puis si on oublie quelque chose, n'hésite pas à nous dire. Merci d'être là, pour nous écouter. Donc, effectivement, moi, je suis en charge des services et de la relation client chez Gare et Connexion. C'est une filiale à 100% de SNCF Réseau qui est le gestionnaire d'infrastructure. Et on a en charge l'exploitation de 3000 gares en France. Donc, dans la direction expérience client, il y a différents sujets. Et donc, on est en charge de mettre en place tous les services. Et puis, moi, j'ai rajouté ce volet relation client, vous allez voir, qui n'était pas tellement travaillé jusqu'à présent,
pour des raisons qui s'expliquent. Je vais y revenir. Donc, on avait, il y a 2 ans, on a décidé de lancer un projet qui s'appelle Hospitalité, qu'on a appelé Hospitalité, notamment dans l'idée de se préparer au JO où on s'attend à avoir 15 millions de visiteurs supplémentaires dans nos gares. Et donc, avec le souhait de pouvoir proposer à cette occasion, c'était une occasion en fait de surfer sur cet événement pour cranter notre qualité de service. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse de nos gares vraiment des lieux d'hospitalité et qu'on embarque en fait tous les acteurs concernés autour de cette ambition de gare, lieu d'hospitalité. Donc, ça veut dire quoi une gare hospitalière? Ça veut dire que on doit travailler déjà sur l'excellence des fondamentaux, la propreté, la sécurité, la facilité à s'orienter dans la gare, etc. Le confort d'attente, voilà, toutes les attentes fondamentales des clients sur lesquels il y a encore des irritants identifiés. Et puis, deuxième volet, c'est la qualité de l'accompagnement humain qui peut être délivré dans la gare. Et ça, c'était quelque chose de nouveau. Et quand je dis, et donc, on avait une vraie ambition de monter la qualité relationnelle de tous les personnels en contact. Et quand on dit tous les personnels en contact, ils sont vraiment donc 15 000 dans nos gares chaque jour pour exploiter les gares, pour faire vivre les gares, et des profils très différents en fait. On a bien sûr des personnels Gares et Connexions, mais qui ne sont vraiment pas les plus nombreux. On a 5 000 prestataires de services qui vont faire le nettoyage, la sécurité privée, ceux qui sont en noir et orange que vous voyez dans les gares. Les personnes en charge de réaliser certains services comme l'assistance aux voyageurs handicapés, etc. etc. Donc ça, 5 000 personnes avec lesquelles on a un contrat de prestation de service dans lequel il y avait évidemment un paragraphe sur ce qu'on attend en termes d'attitude de service, mais ce n'était pas très précis, c'était très générique. Et puis, tous nos commerçants, 10 000 commerçants dans les gares, qui sont aussi un point de contact pour les clients qui vont leur demander où se trouvent les toilettes, etc. etc. Donc, des personnels très variés qui font embarquer autour d'un objectif de qualité relationnelle. Donc, on a déterminé les attitudes de service qu'on souhaitait, un socle d'attitudes de service autour desquels on voulait fédérer tous ces acteurs de la gare qu'on a résumé autour d'un acronyme HOTE. Donc, H pour Hello, l'accueil, O pour je rends service, j'oriente, T pour tenue et posture, E pour écoute, empathie et S pour sourire. À partir du moment où on avait voilà, décrit là où on souhaitait aller, s'est posé la question de comment on y va pour que ce soit quand même concret pour chacun de ces métiers. On a commencé par 8 cibles différentes. Comment est-ce qu'on leur donne des solutions et comment on les accompagne pour qu'ils soient en mesure d'incarner ces 5 attitudes de service dans leur mission au quotidien. Et donc, on a fait appel à KPAM dans ce cadre-là pour identifier ce qui se passait actuellement dans les interactions clients, ce qui se passait en positif, en négatif, pour se concentrer sur ces moments-là, pour apporter des solutions dans le cadre de justement d'hospitalité. Et puis après, on avait une partie conduite du changement, mais on peut d'abord raconter l'étude et puis après on passe à la conduite du changement. Alors très rapidement, oui, effectivement, la démarche a été assez simple, c'est-à-dire qu'on avait déjà interrogé les clients, on avait déjà un parcours client qui était déjà modélisé, et là, il a fallu interroger les collaborateurs pour voir ce que les collaborateurs et les commerçants et les partenaires et tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment à chaque fois, on leur a demandé au personnel de sécurité quel est le meilleur moment que vous ayez vécu avec un client et au contraire le pire moment qu'ils aient vécu, etc. Ce qui permettait de comprendre ce qui se passait très bien et au contraire ce qui était très compliqué pour eux. Même chose pour les commerçants. Les commerçants vous disent le pire moment, c'est quand on me demande de la monnaie. Vous vous rendez compte, des trucs qu'on n'avait pas du tout en tête. Et en fait, ils sont harcelés par des gens qui viennent de leur demander la monnaie. Et à un moment, ils sont obligés de dire non. Et ça se passe mal dans ces moments-là. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Des trucs qu'on n'avait même pas idée que ça pouvait arriver. Et pareil pour les personnels, pour les gens qui sont les toilettes, etc., avec parfois des attitudes très, très dévalorisantes de la part des clients à leur endroit. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour... Voilà. Bref.
tous ces gens-là, avec chacun leurs problématiques, etc., et chacun avec midi à leur porte, bien évidemment, comment est-ce qu'on les embarque, etc. C'est ce que l'étude a permis de faire comprendre. Les drivers qui font que ça peut se passer très bien ou au contraire très compliqué. Et c'est tout ça qui a été mis en œuvre. C'est intéressant parce que je trouve qu'on l'a beaucoup vu, par exemple, dans ce que tu as montré, Michel, etc. Ce que montre aussi FDJ, c'est-à-dire que les vidéos qu'on va faire derrière, et on va revenir à ça, sont d'autant plus pertinentes que ça a été super bien préparé en amont. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu as les vrais insights, les vraies clés des clients, etc., c'est ça que tu vas aller chercher dans les vidéos. Et c'est tout l'apport de Camille qui, au-delà d'avoir, etc., d'avoir une qualité dans la production qui va arriver, c'est que c'est quelqu'un qui s'est intéressé aux clients depuis des années. Donc, quand on lui parle de ça, il comprend très bien de quoi on parle. Enfin, c'est aussi ça le grand avantage de la démarche ici, c'est que on parle tous clients et on voit très bien de quoi on parle. Et Camille va savoir, avec ses équipes, faire remonter ce qui est intéressant dans ce qu'on veut chercher, etc. C'est ça l'intérêt. Parce que c'est dans la vérité de ces clients qu'on filme que va se passer que ça va créer l'électrochoc ou ça va pas créer l'électrochoc chez les collaborateurs. Et c'est ça qui va les mettre en mouvement. Il faut que ce soit vrai pour créer le mouvement. C'est ça l'intérêt. Et ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'on n'a pas présenté hospitalité comme une couche supplémentaire d'attendu, etc. Mais c'est plutôt une aide qu'on a apportée à chacun. Chacun, en étant présent en gare en tenue, on est sollicité par les clients, c'est normal, les clients cherchent à être rassurés, etc. Et donc là, c'est des clés supplémentaires qu'on a apportées pour qu'ils puissent vivre chacune de ces sollicitations de manière très positive pour eux et pour le client, parce qu'il n'y a rien qui les rend plus fiers et plus engagés que de rendre service au client. C'est aussi quelque chose qui est ressorti très fort de l'étude. Donc effectivement, à partir du moment où on avait tous ces contenus, on a eu besoin de trouver la bonne manière d'embarquer tous ces personnels et tous ces acteurs, et notamment les managers. On a vraiment notre cible prioritaire, c'était les managers, parce qu'après, c'est eux, une fois qu'ils sont convaincus, qui vont travailler au quotidien le changement, en fait. Parce que tout ce qui est sur l'humain, les attitudes, vous savez que ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est pas on voit le film une journée et voilà. Donc, on a retravaillé ensemble et c'est là que, grâce à KPAM et à Thierry Spencer, on a rencontré Lucilius et on a développé 5 films, un film par attitude de service. Thierry Spencer nous a proposé une structure avec toi, hein, avec Camille, qui a très très bien marché parce qu'elle partait du client. Je crois qu'on va en passer un. On part de la vérité du client, de ce qu'ils vont dire de manière hyper spontanée lorsqu'ils ont été interviewés en gare. Ensuite, on explique de manière très claire, et je vous parlerai après, j'ai des verbatims de différents profils suite au visionnage du film. Quelque chose de très clair qui explique ce qu'il y a derrière chacune des lettres et chacun des attendus des attitudes de service. Ensuite, une ouverture en benchmark sur une autre entreprise qu'on présente comme la championne de cette attitude de service. Et on clôture avec un témoignage de collaborateurs, de prestataires, de commerçants, avec leur vision sur cette attitude de service. Voilà. Et peut-être avant de voir, moi, ce que j'ai énormément apprécié, donc c'est on n'a pas eu besoin de répéter 10 fois ce dont on avait besoin, en fait. On était effectivement on était alignés sur ce client au cœur, en fait. On sent qu'on travaille avec des équipes qui sont complètement imprégnées de la culture client et ça fait gagner un temps fou, déjà, avec une écoute très grande qui permet de comprendre tout de suite les spécificités de notre entreprise, de notre organisation, ce qui fait aussi gagner beaucoup de temps. Et puis, beaucoup de créativité et un sujet qui n'est pas évident pour nous, c'est le tournage en gare. Il y a des clients, etc. Il faut que ça paraisse vrai, donc c'est mieux que ce soit en gare. Camille avait énormément insisté pour que ce ne soit pas chez nous, dans nos locaux, etc., mais que ce soit... Je n'étais pas forcément super convaincue au départ, je vous dis franchement, juste pour écouter, bon. Et pas forcément toutes les scènes, en tout cas. Et il avait complètement raison. Et ils ont su... puis d'ailleurs, voilà... ils ont su, toute l'équipe, se rendre à la fois
Ils étaient très à l'écoute, mais ils savaient complètement se faire oublier. Et ça a juste les tournages, on en a fait 2 en plus, qu'on reparlera du deuxième projet, mais se sont très très bien passés. Ils mettent à l'aise aussi bien les clients que les collaborateurs. Et donc ça donne des films qu'on trouve, nous, absolument fabuleux. Merci beaucoup, Catherine. Je propose qu'on voit du coup. Alors, on vous montre donc sur le projet Tous Hôtes le E de écoute. Alors, juste attends, juste pour vous préciser quand même, c'est un film qui s'inscrit dans un e-learning. Ah bah voilà, mais c'est juste pour vous dire qu'il dure 5 minutes. S'il y a du contenu, c'est pas un petit clip, c'est un film de. Voilà, il y a quand même du contenu et à la fin, il y a des quiz. Regardez. Dans les 5 attitudes d'hospitalité, il y a le E pour écoute. Alors allons justement écouter le point de vue de vos clients. C'est parti. Qu'est-ce qui est important pour vous quand vous arrivez en gare? C'est important d'être renseigné sur les questions qui vous intéressent. My Thalys was canceled, but I went over to the service point and somebody helped me figure out how to do an exchange right away. C'est compliqué aujourd'hui de s'adresser à des personnes et qu'on ait vraiment leur attention. Donc c'est un peu primordial de savoir ce qu'on fait, à quel moment, et c'est bien d'avoir des gens qui sont impliqués dans leur travail. Si quelqu'un vous écoute bien, il répondra bien à votre demande. Il va falloir que vous ayez des gens qui parlent au moins anglais, voire allemand ici. People want to know where they're going and get good information and for people to be polite. Be polite, be nice. C'est quelqu'un qui prend le temps. C'est quelqu'un qui vous regarde dans les yeux quand il vous parle. C'est le côté humain qu'on dégage. On se parle et on se regarde et on s'écoute. Talking to humans and making a genuine human connection when you're in situations that might be high stress. Moi, j'ai eu pas mal d'échanges, en tout cas, avec plusieurs collaborateurs de Thalys, Gare et Connexion, etc. Et vraiment, ils se mettent en 4. Ils sont vraiment là pour nous et ça, c'est hyper appréciable. C'est maintenant l'heure d'écouter notre expert Thierry sur l'importance de l'écoute. Plus de 6 clients sur 10 ont toujours le sentiment d'être traités comme un numéro et pas comme une personne. Avouez que vous avez, vous aussi, cette impression en appelant un service client ou bien en visitant un magasin. Dans la grande étude nationale faite dans 35 gares SNCF par un cabinet d'études, on ne s'étonnera pas d'apprendre que les clients valorisent très fortement les interactions humaines en gare. Ils sont extrêmement sensibles à un accueil plaisant, agréable, chaleureux, quel que soit l'endroit où ils se trouvent en gare. Et cette situation est particulièrement mise en avant par les voyageurs qui ont vraiment besoin d'un accompagnement adapté. Par exemple, les familles avec bagages, les touristes français ou étrangers, les voyageurs en état de stress, les voyageurs perdus. On parle bien ici de traiter les clients non pas comme des numéros, mais comme des individus, des personnes humaines qui ont des émotions. Faire preuve d'hospitalité, c'est faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de son interlocuteur, à ressentir ses émotions, à comprendre sa situation particulière. Dans l'étude faite en gare, une grande majorité de collaborateurs déclarent éprouver de la fierté, disent se sentir utiles et trouver du sens à leur métier dès lors qu'ils ont eu l'impression d'avoir pu aider un client. Car le sens du métier que vous faites vient souvent de la qualité et de la richesse des rencontres et des histoires humaines vécues. Ces sentiments que vous éprouvez sont encore plus forts lorsque vous accordez une attention particulière aux personnes fragiles, c'est-à-dire les seniors, les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de handicap. Quand on sait bien s'occuper de ces personnes en situation difficile, alors on est une entreprise humaine qui sait aussi bien s'occuper de tous ses clients. Être à l'écoute de ses clients, faire preuve d'empathie, c'est la qualité première des champions de la relation client. Dans le domaine de l'assurance, c'est un véritable défi, car les clients ont peu de contact avec leurs interlocuteurs. On va voir son assureur ou on l'appelle lorsqu'on a un sinistre. C'est alors lorsqu'on vit une situation difficile. L'entreprise numéro 1 de la relation client en France, en tête de nombreux classements depuis plus de 15 ans, c'est la Maïf. Cette mutuelle qui compte plus de 4 millions de clients se distingue par la qualité de son écoute. Et par le fait de ne pas traiter justement ses clients comme des numéros, des contrats ou des dossiers, mais comme des individus. Si vous avez un sinistre et que vous appelez la Maïf, on ne va pas vous demander votre numéro de sociétaire. On va vous demander tout de suite « Comment allez-vous ?» On va s'intéresser à vous, à vos émotions, à la situation particulière dans laquelle vous êtes.
Les champions de la relation client comme la Maïf considèrent l'écoute et l'empathie comme des qualités essentielles des personnes au contact des clients. Dans un monde qui se digitalise, qui s'accélère, la relation humaine prend encore plus de valeur. Le E comme écoute dans vos attitudes d'hospitalité, c'est la capacité à écouter et comprendre pour s'adapter à chaque situation et à chaque client, faire preuve d'écoute et d'empathie. Bref, c'est considérer l'humain comme essentiel. On l'a vu, l'écoute, c'est très important pour les clients, c'est même capital selon notre expert. Mais alors, qu'en pensent ceux qui en font preuve tous les jours ? Pour être sûr d'avoir bien compris la bonne information, on est obligé d'écouter. On la renseigne et on est à l'écoute de ses besoins afin de répondre à ses inquiétudes et ses différentes questions. Et parfois, ça vaut vraiment le coup de prendre 30 secondes de plus pour approfondir réellement le besoin du client, qu'il soit exprimé de la bonne façon et du coup qu'on l'ait bien écouté pour pouvoir apporter la meilleure réponse possible. Une bonne écoute, c'est aussi avoir de l'empathie. C'est être l'égal ou en tout cas tenter d'être l'égal du client, à la hauteur du client. Je mets en empathie, je me mets à la place du client tout en respectant mon cadre professionnel. Puis pas faire semblant de l'écouter, quoi. Je veux dire, on est là, on fait vraiment attention à lui, on est disponible. Et donc ces petites phrases comme « je reviens vers vous dès que j'ai plus d'informations »,« je vous tiens au courant de l'évolution de la situation », etc. Ça, c'est hyper important pour les clients qui se sentent considérés. L'écoute, c'est la base. Parce que si on n'est pas là pour écouter le problème ou les attentes de clients, je vous dirais, je ne serais pas à ma place. Moi, j'aime bien la notion d'écoute, Thierry, parce qu'il y a la question d'empathie et je pense que c'est essentiel pour les métiers qui sont avec du service client. Alors, le E pour écoute dans les attitudes de service, c'est en effet l'empathie, c'est la capacité de comprendre, de percevoir les émotions du voyageur, mais aussi être capable de gérer toutes les situations. Et il y a autant de situations qu'il y a de voyageurs. Olivier Chariot, au tableau. Catherine, vous voulez dire un petit mot supplémentaire? Donc, ces films, c'est devenu vraiment le cœur de notre conduite du changement. On les a intégrés dans un e-learning. Donc, ils ont des questions après chaque film. On en a fait un kit d'animation managériale que les managers, quand ils ont une demi-heure, 2 heures, une demi-journée, puissent organiser une séance autour des films avec, on leur a expliqué comment poser des questions, comment rebondir sur les films pour toujours de la prise de conscience. Au-delà, évidemment, on fait évoluer tous nos outils managériaux ou de pilotage des prestataires en intégrant dans toutes les grilles qualité, les grilles qu'on observe au quotidien, toutes ces dimensions hautes. Donc, ça nécessite évidemment, au-delà du film, un travail au quotidien pour monter en compétence tous les agents. Mais c'est la première brique indispensable, c'est d'embarquer, donner envie et faire comprendre ce qu'on cherche à obtenir en fait. Et j'ai quelques verbatims quand même que je trouve vraiment intéressants. Un membre du COMEX qui nous dit « Je trouve que c'est vraiment top et très autoporteur, pédagogique sans être scolaire. J'ai en particulier beaucoup apprécié les exemples et illustrations prises dans les différentes industries, c'est super. » Et puis, un chef d'équipe qui dit « Merci, c'est très intéressant. À titre perso, en tant que manager, certains items, et particulièrement celui de la tenue, apportent des éléments tangibles et clairs pour sensibiliser nos équipes sur ce sujet. Les vidéos sont vraiment bien montées. La parole de l'expert et l'animation avec la journaliste donnent un dynamisme très appréciable. Et les attendus clients exprimés à chaque début des vidéos permettent de prendre conscience que c'est vraiment là où nous sommes attendus et ce vers quoi nous devons tendre. » Et puis un prestataire sécurité privée qui dit « C'est top, clair et autoporteur. Ces films ne doivent pas être disponibles que par le e-learning. Il faut les diffuser le plus largement possible. Nous allons les diffuser dans les salles de pause. » Voilà. Donc bravo. Je sais pas. Oui, alors justement, on a un service très très important dans nos gares, c'est le service d'assistance aux voyageurs en situation de handicap. Et à l'approche des JO, on a pas mal d'associations en lien avec Paris 2024 qui ont fait des tours en gare, etc., qui nous ont remonté
des attitudes qui n'étaient pas forcément complètement alignées avec ce qu'on souhaiterait faire. Et c'est vrai que ce qui marche très très bien, c'est de les mettre en relation avec eux, c'est-à-dire qu'ils puissent se parler et que les agents qui sont en charge de ce service comprennent ce qui se passe dans la tête des personnes qu'ils accompagnent, qu'ils ne vont pas déceler forcément. Voilà. Et c'est compliqué d'organiser. On a quand même 3000 gares, on a 5000 prestataires. Et donc, on était tellement contents de ces films qu'on s'est dit qu'on allait à nouveau faire appel à Camille pour essayer d'avoir un support qui permet de sensibiliser tous les agents qui aujourd'hui réalisent l'assistance. Donc, on a fait un atelier pour préparer justement le contenu de ce film avec des représentants des différentes associations. On a eu des témoignages tellement forts. On avait quelques doutes, on n'avait pas encore complètement décidé de faire un film, 5 films, etc. On ne savait pas trop, mais on pensait qu'il y avait quelque chose à faire, peut-être filmer un atelier de rencontre, on ne savait pas. Et quand on a vu les témoignages, on s'est dit, bah, les 5 films, là, on les fait, les 5 films pour tous, et on décline HOTES dans le cadre d'une assistance à une personne en situation de handicap. Et là, on a eu la première version et c'est juste très, très fort, quoi. Et je pense que ça va très, très bien marcher. Merci beaucoup, Catherine.